Donc, bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire que je vais vous présenter concernant le syndrome de Guillain-Barré, les neuropathies périphériques en réanimation. Donc, je vais faire un overview un petit peu des neuropathies qui nous intéressent. Moi, je suis réanimateur médical. Je travaille dans un service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière à orientation neurologique et je suis neurologue de formation. Et donc, on va passer ce soir quelques dizaines de minutes ensemble à discuter de syndrome de Guillain-Barré. Alors, tout d'abord, voici mes liens d'intérêt qui n'ont pas de lien direct avec cette présentation, mais principalement des liens avec des recherches sur l'encéphalopathie hépatique. Les objectifs pédagogiques de ce cours, ça va être d'essayer de faire un point sur comment faire le diagnostic de la neuropathie. Petit 2, d'identifier le bon moment pour intuber ces malades, d'optimiser le traitement. Et enfin, de gérer le sevrage de la ventilation mécanique. Alors, tout au long de cette présentation, il y aura quelques questions où j'aimerais que vous participiez. Donc, pour ça, vous pouvez vous connecter à WooClap, soit via le site internet avec ceci, soit alors, hop, vous connecter. Alors, attendez. Voilà, vous pouvez sinon en fait scanner ce QR code avec votre smartphone et du coup ça va vous amener directement sur WooClap et une fois que vous lancerez cette session-là, vous pourrez répondre aux questions. Donc je reviens à la question. Et je vous invite à répondre. Et donc, la première question test pour voir si ça fonctionne bien, c'est sur cette image, où est R2D2 ? Je vous remets peut-être le QR code. Hop. Donc sinon, si vous ne voulez pas scanner le QR code avec votre smartphone qui vous ramène directement sur la petite appli, vous pouvez taper www.wooclap.com/fdcjyd et ça va vous ramener à la question. Vous avez là en haut de l'écran, vous avez le rappel de ce qu'il faut taper dans WooClap pour que vous puissiez participer. Donc, je vois que j'en ai encore quelques-uns qui ne sont pas connectés. Alors, on va s'arrêter là. Et donc, voilà, en pratique, vous voyez que vous avez la plupart retrouvé R2D2. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est la première cause de paralysie flasque depuis la disparition quasi complète de la poliomyélite antérieure aiguë. En termes d'incidence, on est entre 1 et 2 pour 100 000 habitants. Ça survient à tout âge et bien qu'on ait tous en tête des patients qui sont plutôt des adultes allant, on va dire, de 20 à 75-80 ans, il faut savoir qu'il y a des formes qui existent en pédiatrie et qui sont probablement beaucoup plus difficiles à diagnostiquer. Il y a également des Guillain-Barré chez des personnes extrêmement âgées. On retrouve une infection préalable dans 2/3 des cas et ce 2/3, ça comprend à la fois une détection et une preuve en PCR, en sérologie, mais également une histoire clinique très, très évocatrice sans que celle-ci soit forcément étayée par une mise en évidence de l'agent infectieux.
Pourquoi le syndrome de Guillain-Barré, c'est une pathologie pour les réanimateurs? Parce que si vous avez aucune autre information, vous prenez un syndrome de Guillain-Barré pour lequel vous êtes appelé aux urgences, vous avez une chance sur 3 d'avoir un patient qui aura besoin de ventilation mécanique à un moment donné, que vous aurez 10 à 20% de ces malades qui auront de la dysautonomie, et vous aurez finalement une mortalité aux alentours de 2-3%, même si dans des centres où on en fait beaucoup, cette mortalité est diminuée. Alors, la physiopathologie du syndrome de Guillain-Barré, avec l'histoire préalable d'infection 2-3 semaines avant, on savait depuis longtemps que c'était une pathologie post-infectieuse. Et dans les années 95-2000, Yuki, qui est un neurologue, neuroscientifique japonais, a fait énormément de travaux d'immunologie pour prouver en fait cette origine post-infectieuse et démontrer ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Donc, ce mimétisme moléculaire, c'est que on va avoir une infection à une bactérie, un virus. Le système immunitaire va fabriquer des anticorps. Et donc, on commence à connaître ces anticorps et savoir ce qu'ils reconnaissent comme motifs. Et donc, les motifs principaux qui ont été mis en évidence comme étant des cibles des anticorps développés, c'est ce qu'on appelle des gangliosides. Ce sont des protéines qui sont exprimées. Vous voyez ici un neurone avec ici un axone. Sur l'axone, vous reconnaissez là les petites saucisses qui sont les gaines de myéline. Vous savez qu'entre les gaines de myéline, entre deux zones myélinisées, il y a ce qu'on appelle le nœud de Ranvier. Et dans le nœud de Ranvier, il y a vraiment ce qu'on appelle le nœud, node en anglais, et le paranœud, la partie juste à côté. Et en fait, les motifs antigéniques qui sont reconnus par le système immunitaire, ce sont des protéines qui s'appellent les gangliosides, qui sont exprimées au niveau de ce nœud de Ranvier et de ce paranœud de Ranvier. Une fois que ces anticorps vont être fixés sur ces motifs antigéniques, on va avoir une mise en jeu du complexe d'attaque membranaire et ensuite l'arrivée de macrophages qui vont ensuite détruire la myéline dans les formes myéliniques ou détruire l'axone dans les formes axonales. Et en fait, les travaux de Yuki début des années 2000 ont permis de montrer qu'il y avait une très grande homologie entre les protéines donc reconnues, qui sont ces antigangliosides, et certaines protéines exprimées par les bactéries ou les virus. Aussi, on sait maintenant que le Campylobacter jejuni, qui donne surtout des formes axonales, on va y revenir, ça va aboutir à des anticorps qui vont être dirigés contre GM1, contre GD1A, GQ1B, GT1A. L'hémophilus, c'est plutôt du GQ1B. Les formes où l'agent infectieux préalable, c'est du CMV, ça va plutôt être des antigangliosides, anti-GM2. Et même si en termes de physiopathologie, je vous ai fait un petit raccourci, et ce qui a été démontré entre ces antigangliosides, ces gangliosides et donc des antigangliosides, ces anticorps qui reconnaissent ces motifs qui sont communs à des bouts du nœud de Ranvier et à des bouts de virus et de bactéries, on n'a pas la preuve totalement formelle pour les formes démyélinisantes, mais on pense que là encore, il y a des motifs antigéniques qui ont une homologie importante avec les agents infectieux responsables de ces formes démyélinisantes. Donc, pour la suite du topo, vous allez voir, on va essayer de prendre un fil directeur qui est celui d'un cas clinique d'un homme de 47 ans qui est informaticien, qui a 3 enfants, qui n'a pas d'antécédents particuliers. Il consulte aux urgences car il arrive difficilement à se lever de son lit depuis le matin même. À l'interrogatoire, vous retrouvez une petite angine il y a 15 jours, mais pas quelque chose qui l'a fait consulter ou qui l'a inquiété particulièrement. Et puis, il y a maintenant 4 jours, sont apparues des paresthésies, ce qu'il décrit comme des fourmis au niveau des pieds, et qui remontent maintenant sur les jambes depuis 2 jours.
À l'examen clinique, vous trouvez un déficit sensitivo-moteur des deux membres inférieurs. Les réflexes ostéotendineux sont faibles. Il n'y a pas de niveau sensitif. Il n'y a pas de trouble sphinctérien. Et votre collègue urgentiste vous appelle pour une suspicion de syndrome de Guillain-Barré. Alors, je vous, invite à participer et à répondre à cette deuxième question. Quels sont les signes cliniques qui sont compatibles avec un syndrome, de Guillain-Barré? Petit 1, une tétraparésie ascendante, petit, 2, des réflexes ostéotendineux vifs, petit 3, des troubles sphinctériens, petit 4, une ataxie des 4 membres, petit 5, une tétraparésie descendante. Je laisse encore quelques secondes. Voilà, donc vous avez dit, pour 95 une tétraparésie ascendante, donc ça, c'est bien entendu, juste et évident. Des réflexes ostéotendineux vifs, donc en pratique, on va dire, c'est des réflexes ostéotendineux qui sont normaux ou qui s'abolissent. C'est anecdotique des réflexes ostéotendineux vifs, même si ça a été décrit avec certaines formes très, très particulières de Guillain-Barré, avec des antigangliosides, anti-GM1. Je pense que pour la pratique clinique, il faut se dire que si les réflexes ostéotendineux sont vifs, il faut évoquer un diagnostic différentiel. L'ataxie des 4 membres, c'est quelque chose qui est particulièrement fréquent également, et ça dépend un petit peu des nerfs touchés. Si vous touchez en fait, des nerfs, de diamètre moyen ou des petites fibres, vous aurez plutôt une tétraparésie ascendante, et si vous touchez plutôt des fibres, des grosses fibres myéliniques sensitives, comme c'est le cas pour les fibres de la proprioception, on peut vraiment avoir juste une forme proprioceptive très importante avec une ataxie des 4 membres, donc c'est tout à fait compatible avec parfois assez peu de syndrome moteur, et c'est des gens très invalidés. Une tétraparésie descendante, vous avez répondu que 5 comme étant vrai. Vous allez voir tout à l'heure qu'une tétraparésie descendante, c'est tout à fait possible dans le syndrome de Guillain-Barré, et on appelle ça des syndromes de Guillain-Barré descendants ou des syndromes de Miller-Fisher plus, qui partent d'un Miller-Fisher et qui ensuite descendent vers le bas. Et je finis par commenter les troubles sphinctériens. Oui, ils sont présents dans le syndrome de Guillain-Barré, mais en fait, ils ne sont pas présents à la phase toute initiale et de manière importante. Et donc là encore, si ce malade-là, vous lui retrouviez des troubles sphinctériens avec l'impossibilité de retenir ses urines ou une rétention d'urine ou une perte de sel, là encore, ça évoque plutôt un diagnostic différentiel, au premier rang desquels la myélite comme le niveau sensitif. Et donc les troubles sphinctériens dans le Guillain-Barré, c'est, on va dire, principalement une fois qu'on est à la phase d'état et que vous les avez déjà intubés et qui sont déjà en réanimation. Alors, la présentation clinique, je vous invite à voir, si ça vous intéresse, la clinique, cette revue du New England qui date un petit peu, mais qui a été écrit par Alan Roper, qui est un réanimateur d'obédience neurologique à New York, qui a décrit certaines formes particulières de Guillain-Barré dans les années 80 et qui connaît particulièrement bien le sujet. Et même s'il y a des revues plus récentes dans le New England, celle-ci est intéressante. Donc, c'est déficit sensitivo-moteur ascendant avec aréflexie dans 9 cas sur 10, 30 de ventilation mécanique, on l'a déjà vu, 10 à 20 de dysautonomie en fonction de comment vous prenez vos critères de dysautonomie. Et du coup, vous voyez que la fréquence, vous avez ici un tableau avec les différents signes cliniques.
initialement à la présentation, puis ensuite que la maladie s'est totalement développée, vous voyez que les déficits sensitivomoteurs est modéré au début, puis il apparaît progressivement. Les paresthésies sont souvent dans plus de 2/3 des cas présents initialement. Et en fait, c'est pareil avec la réflexie, 75% initialement pour 90%, donc ça progresse un petit peu. Et du coup, vous savez que le syndrome de Guillain-Barré est une maladie qui se développe en 3 phases, une phase d'extension, une phase de plateau, puis ensuite une phase d'amélioration. Il faut savoir que par définition, la phase d'extension, donc ça veut dire entre le début des symptômes et le maximum des symptômes, il faut qu'il y ait moins de 4 semaines. Si on est à 5 semaines, ça n'est plus un Guillain-Barré, c'est une polyradiculonévrite subaiguë. Si on est au-delà de 6-8 semaines, entre le début des symptômes et le maximum, on est même dans une polyradiculonévrite chronique. Et pourquoi c'est important? Principalement parce que si vous êtes à moins de 4 semaines et que vous êtes dans un Guillain-Barré, vous avez assez peu de diagnostics différentiels. Et si vous êtes dans une PRN subaiguë ou chronique, vous avez beaucoup de diagnostics différentiels. Et donc, vous allez totalement changer votre fusil d'épaule pour faire le diagnostic. Alors, dans les formes cliniques de Guillain-Barré, il y a des formes particulièrement fréquentes, et ces formes particulièrement fréquentes dépendent un petit peu de où on se situe dans le monde. La forme principale, qui est le syndrome classique de Guillain-Barré, dont on a dit qu'il est aux alentours de 1 à 2 pour 100 000 habitants, est soit en Occident dû principalement à des Guillain-Barré démyélinisants, donc une atteinte sensitivo-motrice, le tableau typique qu'on a décrit. Par contre, dans les régions asiatiques, c'est principalement des Guillain-Barré axonaux dus à du Campylobacter jejuni. Et à ce moment-là, ça forme des tableaux qu'on appelle AMAN pour Acute Motor Axonal Neuropathie, donc des neuropathies aiguës axonales motrices. Et à ce moment-là, c'est des gens qui ont une atteinte axonale motrice pure avec pas d'atteinte sensitive. Dans les formes qu'il faut connaître et que vous connaissez sans doute, ça va vous rappeler quelque chose, c'est le syndrome de Miller-Fisher. Donc le syndrome de Miller-Fisher, ça associe une ophtalmoplégie, une aréflexie et une ataxie. Et ça, c'est quelques pourcents en Europe et aux États-Unis, et c'est près d'un tiers des Guillain-Barré en Asie. Et de temps en temps, ça commence comme ça, comme un Miller-Fisher, ce qui explique qu'il y a encore 20 ans, on disait les Miller-Fisher, ça ne se traite pas et c'est bénin et ça va rentrer dans l'ordre. Mais on s'est rendu compte depuis que ça pouvait commencer avec aréflexie, ophtalmoplégie et ataxie, et qu'ensuite, ça allait descendre et que finalement, ça allait toucher les membres sup, le diaphragme, puis les jambes. Et donc, c'est cette forme descendante du syndrome de Guillain-Barré, ou ce que d'autres auteurs appellent le Miller-Fisher plus. Vous avez sans doute dans votre cursus de réa discuté l'encéphalite de Bickerstaff. Alors c'est une entité qui est relativement rare, qu'on discute souvent, qu'on trouve rarement, qui sont des Guillain-Barré avec des troubles de la conscience. En pratique, quand vous avez un Guillain-Barré avec des troubles de la conscience, vous avez plus de chances que ce soit en rapport avec un Press syndrome sur une dysautonomie, ou alors une hyponatrémie profonde sur la perte de sel, que directement avec un Bickerstaff, mais sachez que ça existe. Et enfin, une autre forme qui a été décrite plus récemment dans les années 2015, qui est une forme pharyngo-cervico-brachiale, qui donne une présentation un petit peu particulière et piégeante, et qui sont des malades qu'on peut voir en réa. C'est des gens qui vont avoir des déficits sensitivomoteurs des deux bras, des muscles du cou, du larynx et du pharynx, et possiblement du diaphragme. Donc, c'est des gens qui ne bougent pas les bras, qui ont une atteinte des pharyngées bulbaires, et donc ils vont avoir de la trouble des déglutitions, et ils peuvent en plus avoir une atteinte respiratoire. Et c'est parfois particulièrement piégeant parce que ces malades-là, ça va être grâce au mouvement de leurs orteils que vous allez pouvoir communiquer avec eux. Alors,
On va maintenant discuter un petit peu les principaux diagnostics différentiels. Et donc, je vous pose la question, quels sont les 3 principaux diagnostics différentiels d'un syndrome de Guillain-Barré? Une poliomyélite antérieure aiguë, une myéloradiculite AVZV, un botulisme, une myélite inflammatoire, une maladie de Lyme neurologique. Je vous laisse encore quelques minutes. Plutôt secondes, pardon. Donc, hop, voici donc vos réponses. Donc, la poliomyélite antérieure aiguë, la réponse est plutôt non. À l'heure actuelle, on est quasiment tous vaccinés contre la polio et il y a un cas de polio en France une fois tous les 5 à 10 ans chez un anti-vax notoire qui en plus va aller exprès faire de l'humanitaire dans un pays à risque sans se vacciner. Donc, ce n'est pas un vrai diagnostic différentiel. La myéloradiculite AVZV, oui, c'est un diagnostic différentiel qu'on peut trouver relativement fréquemment. Le botulisme, oui et non. Souvent, ça ressemble un petit peu plus, on va dire, à une myasthénie avec une mydriase bilatérale. Vous n'avez pas de raison d'avoir une mydriase bilatérale dans un syndrome de Guillain-Barré. Mais parfois, quand on arrive d'emblée et que nous, on prend les patients en charge en réanimation et qui sont graves et déjà que rapidement on les intube, c'est vrai que le botulisme, c'est un diagnostic différentiel qu'on évoque parfois. La mélite inflammatoire, oui, vous avez tout à fait raison, c'est le principal diagnostic différentiel. Et la maladie de Lyme neurologique également, c'est un des intérêts de faire la ponction lombaire, de trouver une méningite et ensuite, une fois qu'on a la PL anormale, souvent revenir un petit peu vers le malade et son entourage pour voir un petit peu quelles étaient ses activités et s'il ne traînait pas en forêt, s'il n'y avait pas une diplégie faciale qui est apparu parmi les premiers symptômes. Alors, dans les diagnostics différentiels, le truc le plus important, c'est vraiment la myélite, qu'elle soit infectieuse ou inflammatoire. Et quand est-ce que vous allez évoquer une myélite? C'est le tableau qu'on vous présente et finalement, le médecin qui vous appelle vous dit, ou alors vous le trouvez à votre examen clinique, vous avez des troubles sphinctériens qui sont au premier plan et vous avez à l'examen clinique un niveau sensitif. Ça signe une myélite et donc il faut que vous envoyiez votre patient à l'IRM médulaire. Les autres diagnostics différentiels sont ensuite les radiculites à Lyme et à VZV, avec notamment si vous avez une diplégie faciale, sachez évoquer le Lyme, et là donc la PL va vous aider pour retomber sur vos pieds. On peut parfois avoir des rhombencéphalites infectieuses ou inflammatoires. Donc, si vos nerfs crâniens sont particulièrement touchés, que vous avez le moindre signe un petit peu de trouble de la conscience, n'hésitez pas à faire une IRM cérébrale. Et même bien souvent, à l'heure actuelle, dans plein de centres, ils arrivent en alerte thrombolyse et ils ont une IRM cérébrale bien avant qu'ils aient vu qui que ce soit pour évoquer un syndrome de Guillain-Barré. Et enfin, de manière plus anecdotique, il y a quelques atteintes musculaires qui peuvent mimer un Guillain-Barré. La principale est probablement la paralysie périodique. Et donc, si vous avez ce tableau de syndrome de tétraplégie flasque, sachez essayer de récupérer un iono fait au plus près et regarder la kaliémie de manière très rare. Ça peut vous donner le diagnostic. L'AVC du tronc, c'est vraiment rarement un diagnostic différentiel si vous avez une histoire clinique. Maintenant, si vous arrivez tardivement et que vous prenez directement en charge un patient de réa, ça peut parfois rentrer en ligne de compte.
Si on se met maintenant vraiment sur les diagnostics différentiels des polyradiculonévrites et des neuropathies longueur dépendante, donc dans les diagnostics différentiels de polyradiculonévrite, c'est la polyradiculonévrite chronique, donc une maladie pas post-infectieuse, mais une maladie dysimmune, auto-immune, et donc on peut dans ces formes-là trouver également des anticorps antigangliosides, mais ce coup-ci, c'est une maladie auto-immune qu'on traite avec des immunosuppresseurs. De manière exceptionnelle, la neuropathie du diabète, il y a plein de manières d'exprimer sa neuropathie quand on est diabétique, et il y a des formes qui sont des formes sous forme de polyradiculonévrite, et de manière rare, quand un diabétique mal équilibré soudainement rencontre un médecin qui lui fait passer son hémoglobine glyquée de 10-11% à 7 en 2-3 semaines, ben, ça peut de temps en temps décompenser une neuropathie diabétique, et donc ils peuvent avoir une présentation aiguë. Les neuropathies alcooliques aiguës, là encore, on peut avoir des formes aiguës qui s'appellent les formes à neuropathie de Wartenberg, qui est une neuropathie qui décompense de manière très aiguë, et donc on peut être embêté parce que ça a une présentation clinique aussi grave que des syndromes de Guillain-Barré, et on peut être amené à les voir en réanimation intubé ventilé, et c'est souvent l'électromyogramme et l'histoire qui refait un peu le diagnostic. Ensuite, dans les polyradiculonévrites, mais le plus souvent, ça va être des formes qui vont du coup être subaiguës ou chroniques. On peut évoquer des sarcoïdoses, des hémopathies malignes, éventuellement des polyradiculonévrites médicamenteuses, cisplatine ou certaines molécules d'immunothérapie. En pratique, quand on est devant le tableau de polyradiculonévrite, à la ponction lombaire, on a la dissociation albuminocytologique comme observé dans le Guillain-Barré. À l'EMG, on a une démyélinisation, et donc on a un ratio inversé, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une neuropathie longueur dépendante où les jambes sont plus touchées que les bras parce que les nerfs des jambes sont plus longs. Et donc le ratio inversé, ça veut dire que les nerfs et les valeurs obtenues aux membres sup sont plus altérées que celles obtenues aux membres inférieurs. Et donc ça, c'est des bons moyens de faire le diagnostic de polyradiculonévrite. Les neuropathies longueur dépendante, on peut avoir des neuropathies longueur dépendante infectieuses, diphtérie, West Nile, entérovirus, des neuropathies toxiques, arsenic, thallium, des neuropathies carentielles qui, elles, sont moins souvent de forme aiguë, sauf la carence en B1 qui recoupe un peu la neuropathie alcoolique aiguë, des formes génétiques. Dans les formes génétiques, on peut parfois avoir des choses qui ressemblent à un Guillain-Barré, et donc c'est des neuropathies plutôt axonales en lien avec des troubles digestifs anciens, des dépressions dans le cadre d'une porphyrie. Et enfin, de temps en temps, quand on a une grosse réanimation, un gros choc septique, et qu'à un moment donné, on arrête les sédations et que le patient se réveille avec une tétraparésie ou une atteinte sensitivo-motrice d'écattement, ben, on peut évoquer la neuromyopathie de réanimation. À la ponction lombaire, on va ce coup-ci avoir soit une PL normale dans les causes toxiques carentielles génétiques, soit une méningite dans diphtérie, West Nile, entérovirus, mais qui peut rentrer dans l'ordre si on arrive tardivement. Là, pour le coup, on va avoir des profils axonaux à l'EMG. Et si vous avez un tableau qui est très, très moteur, bah, recherchez quand même de principe dans l'histoire de la maladie quelque chose qui pourrait vous évoquer du plomb, de l'arsenic, de la porphyrie, une diphtérie ou un West Nile, qui sont des neuropathies qui sont motrices uniquement. Alors, une question maintenant, avant de passer aux examens complémentaires. Quels sont les examens complémentaires qui sont indiqués ou intéressants dans le Guillain-Barré? Donc, les propositions, c'est une ponction lombaire normale élimine le diagnostic. L'EMG peut être normal s'il est réalisé précocement. Les sérologies infectieuses sont indispensables pour le diagnostic. Le dosage des antigangliosides permet d'affirmer le diagnostic. Le diagnostic est le plus souvent purement clinique.
Donc, une ponction lombaire n'élimine pas le diagnostic, non, on va y revenir. L'EMG peut être normal là également. Les sérologies infectieuses sont indispensables pour le diagnostic, non, pas du tout, parce que vous allez en plus prendre plusieurs jours ou semaines avant de les récupérer. Le dosage des antigangliosides aide au diagnostic, mais il ne permet pas d'affirmer le diagnostic. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure un peu rapidement des polyradiculonévrites chroniques, et certaines, il y a des antigangliosides positifs. Et le diagnostic est le plus souvent purement clinique. Vous aviez tout à fait raison. Alors, faire le diagnostic, c'est ponction lombaire qui vous montre une dissociation albuminocytologique, vous le savez, donc une hyperprotéinorachie sans cellules, moins de 10 cellules par millimètre cube dans tous les cas, 1 sur 2 est normale la première semaine. L'électromyogramme peut vous montrer soit de la démyélinisation, avec les ralentissements des vitesses de conduction, un élément très important qui sont des blocs de conduction. Le courant électrique passe pas, puis à un moment donné, on force un petit peu en mettant une intensité supérieure. Et si on met une intensité supérieure, à un moment donné, le courant électrique passe au-dessus des amas d'anticorps qui sont accrochés sur le nerf, et donc on détecte un bloc de conduction. L'augmentation des latences distales, ou on peut avoir un profil axonal avec une baisse des amplitudes motrices. Dans la biologie, c'est bien de faire les antigangliosides. Parfois, ça nous sort de quelques situations compliquées. Et quand il y a le diagnostic différentiel, par exemple, de neuromyopathie de réanimation, avoir des antigangliosides positifs, ça vous permet de dire que pendant la réa, pendant que le patient était intubé, ventilé, à un moment donné, il a fait un vrai Guillain-Barré. Sérologie VIH, c'est souvent intéressant. Il y a lors de la séroconversion et de primo-infection VIH, on peut faire des PRN subaigus et donc exceptionnellement des PRN aigus. Lyme également. Le bilan de base de toute neuropathie qui est EPP, IEPP, B12 folate, ça peut valoir le coup de le faire. Le LCR, on a vu, et l'IRM médulaire, au moindre doute. Alors, ce malade-là, comment il évolue? Il installe une tétraparésie flasque. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas lever sa tête du lit. Sa toux est inefficace. La ponction lombaire est normale. L'électromyogramme n'est pas disponible avant 3 jours, comme c'est le cas souvent, et la radio pulmonaire est normale. Sur les gaz du sang, pas d'hypercapnie. Et du coup, se pose la question de quand faut-il intuber les malades. Alors, est-ce qu'on a des réponses dans la littérature? On a quelques données rétrospectives. Ici, par exemple, une série rétrospective de la Mayo Clinic qui dit qu'il faut les intuber plutôt préventivement, donc plutôt tôt que tard. Bon, ok, on n'en fait pas grand-chose. Ce qui est plus intéressant, c'est cet article-là que j'aime beaucoup de l'équipe de la réanimation médicale de l'hôpital de Garches, signé par Tarek Charchar en premier auteur, où ils avaient repris une grande série de patients de manière prospective, 722 malades, et je vous présente ici juste l'analyse multivariée qui est quels sont les facteurs associés à un recours à la ventilation mécanique. Et il retrouvait que s'il y avait entre le début des symptômes du Guillain-Barré et l'admission moins de 7 jours, vous avez 5 fois plus de chances d'être intubé, ventilé. Si vous n'aviez pas la possibilité de lever la tête de votre lit, vous aviez également 5 fois plus de chances de vous retrouver intubé. Et enfin, chez les patients qui pouvaient bénéficier d'une capacité vitale, ceux qui avaient moins de 60% de la capacité vitale prédite avaient presque 3 fois plus de chances d'être intubés. Cet article-là a pour intérêt de délivrer des messages qui sont relativement pragmatiques. Si entre le début des symptômes et le moment où vous le voyez, ça va très vite, c'est qu'a priori, c'est grave. Si le patient ne peut plus lever la tête du lit et les coudes du lit, c'est grave et il va probablement falloir envisager une intubation dans pas longtemps.
Le centre Erasme à Rotterdam, qui est un centre d'expertise du Guillain-Barré en Hollande ou aux Pays-Bas plutôt, l'ensemble des patients qui ont des Guillain-Barré sont transférés à Rotterdam dans ce centre-là. Et donc, ils réalisent régulièrement des études prospectives assez intéressantes. Et eux proposaient d'estimer le risque de devoir recourir à l'intubation par un score qu'ils appellent l'EGRIS, prenant en compte 3 choses: le score MRC, donc le score musculaire, le délai entre le début des symptômes et l'hospitalisation, et la faiblesse des muscles faciaux ou des muscles bulbaires à l'admission. Donc, vous voyez assez vite qu'entre début des symptômes et hospitalisation, on est à peu près comme dans l'étude de Garches. Pareil pour la faiblesse des muscles faciaux et bulbaires quand ils n'arrivent pas à lever le lit. Et dès lors qu'on est à moins de 7 jours, qu'on n'arrive pas à lever la tête du lit, on est déjà à presque 3. Si on a un score MRC avec une vraie tétraparésie avec 2-3, vous vous retrouvez assez vite ici avec un risque élevé de 65% de risque de vous retrouver intubé ventilé. Donc, si vous préférez les scores, utilisez les grilles. Si vous préférez plutôt un truc simple, pragmatique, préférez les données de l'étude garchoise. Donc, en pratique, déficit moteur important, délai d'hospitalisation inférieur à 7 jours, la capacité vitale inférieure à 60% ou 30 ml/kg, le patient n'est pas capable de lever la tête du lit et les coudes du lit, et il y a une atteinte importante des muscles faciaux avec des troubles de la déglutition importants et une absence de toux efficace, même si ces 2 critères-là sont un petit peu moins bons que les 2 autres. Si vous êtes dans ce cadre-là, il faut envisager la ventilation mécanique. Donc ce malade-là, vu qu'il ne lève pas sa tête et qu'il est totalement flasque et que ça va vite, il va être intubé. Donc maintenant que vous avez intubé votre malade, on va se poser la question de comment va-t-on le traiter. Et donc la question, c'est quel traitement débuter? Est-ce que c'est des bolus de corticostéroïdes, des immunoglobulines intraveineuses, des échanges plasmatiques au plasma frais congelé, des antalgiques, une prévention des complications de décubitus? Je vous invite à répondre. Donc, des bolus de corticostéroïdes, il y a quand même un tiers de vous qui répondez les bolus de corticoïdes. Donc, on va revoir que la réponse, c'est non. Pas de corticoïdes dans le Guillain-Barré. Immunoglobuline, parfait. Échange plasmatique, donc c'est oui, mais c'est à l'albumine et pas au plasma frais congelé. Antalgique, oui. Souvent, les formes sensitivomotrices sont extrêmement mal. Prévention de complications de décubitus également. Donc, immunoglobuline ou échange plasmatique, tout d'abord. L'indication, c'est la phase d'extension. Donc, si on est dans la phase d'amélioration, on ne fait plus le traitement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui avait été fait dans les études initiales qui ont prouvé leur efficacité. Dans ces études-là, on avait également pris des endpoints primaires qui étaient des endpoints moteurs, et donc c'était gêne et handicap à 4 semaines, ce qui fait qu'en théorie, on devrait uniquement traiter les formes motrices et pas traiter les formes purement sensitives, ce qu'ils font par exemple outre-Manche. Mais quand on a de temps en temps des formes très ataxiques, comme on en a parlé un petit peu, et que les personnes sont clouées au lit parce qu'ils sont tellement ataxiques qu'ils ne peuvent pas se mettre debout, on a souvent en France tendance à quand même les traiter. Donc, vous voyez ici, je vous ai remis ces méta-analyses tirées de Brain, mais que vous trouvez également dans la revue Cochrane. En pratique, ici, c'est en faveur du traitement et ici en faveur du contrôle. Historiquement, on a d'abord testé des échanges plasmatiques, 1 jour sur 2 semaines, et on substituait 1,5 de masse sanguine et on utilisait de l'albumine. Et vous voyez qu'assez vite, et notamment grâce à 2 études multicentriques françaises,
on démontre que échange plasmatique, ça fait mieux que le placebo et que donc les échanges plasmatiques s'imposent dans les années 80, fin des années 80, comme traitement de référence du Guillain-Barré. Assez rapidement par la suite, fin des années 90-2000, on commence à s'intéresser aux immunoglobulines intraveineuses. Et donc cette fois-ci, la méta-analyse, ça va regarder échange plasmatique versus, immunoglobulines intraveineuses versus standard of care qui à ce moment-là est échange plasmatique. Et donc là, c'est en faveur de ce côté-là des immunoglobulines, ici des échanges plasmatiques. Et vous voyez qu'il y a les différentes études montrent qu'il n'y a pas de différence entre immunoglobulines intraveineuses et échanges plasmatiques, ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on utilise pour la plupart d'entre nous des immunoglobulines intraveineuses parce que plus facile. Est-ce qu'il faut un traitement immunosuppresseur? Alors là encore, données de méta-analyse, les études traitement PEROS, traitement intraveineux, en faveur des corticostéroïdes, en faveur du contrôle. En pratique, on est plutôt dans pas d'effet et il y a même toute une série de séries rétrospectives qui montreraient que le Guillain-Barré, pour une raison mal connue, pourrait s'aggraver si on administre des corticostéroïdes. C'est pour ça qu'on ne donne pas de corticostéroïdes dans le syndrome de Guillain-Barré, contrairement au polyradiculonévrite chronique, dont c'est un des traitements. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres immunosuppresseurs? On a vu tout à l'heure qu'il y avait un complexe d'attaque membranaire qui était mis en jeu et donc du complément qui était activé. À l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de données. On a 7 études japonaises qui étaient parues il y a maintenant quelques années dans Lancet Neurology où ils randomisaient, c'était une randomisation 2 contre 1, donc 23 malades dans le groupe traité contre 12 contrôles. C'était des Guillain-Barré ne pouvant pas marcher, donc à peu près ce qui était inclus dans les autres études historiques. Ce qui était un petit peu étrange, c'est qu'on donnait des immunoglobulines sur 4 semaines dans les deux groupes, donc c'est vraiment pas ce qu'on fait d'habitude, et ils donnaient en plus soit de l'éculizumab, soit du placebo, et l'endpoint primaire était marche indépendante à 4 semaines. Le résultat était que le critère de jugement principal était non significatif et l'autre donnée intéressante, c'était les effets indésirables, où il y a eu des effets indésirables avec de l'anaphylaxie, hémorragie, abcès cérébral dans le groupe eculizumab et une dépression dans le groupe placebo. Donc pour l'instant, il n'y a pas de niveau de preuve suffisant pour dire qu'il faut essayer de bloquer le complément dans le syndrome de Guillain-Barré, mais probablement on verra avec d'autres anticompléments peut-être des choses arriver dans le futur. Alors ce malade, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui administrer des immunoglobulines intraveineuses, on va prévenir les complications de décubitus. Il y a un vieux débat qui n'est pas tranché sur est-ce qu'il y a un surrisque de maladie thromboembolique dans le syndrome de Guillain-Barré ou pas. Certaines équipes à travers le monde y croient, d'autres non. En pratique, on est plutôt à l'heure actuelle à les anticoaguler de manière préventive totalement standard. Le traitement antalgique est difficile, peu efficace. Souvent, c'est des associations médicamenteuses et parfois, quand ça ne marche pas en IV, sachez de temps en temps utiliser des topiques avec de la lidocaïne en emplâtre. Ça peut parfois donner des résultats certains, même en réa. Faites attention à l'iléus fonctionnel en lien avec la dysautonomie. C'est des gens qui, sur un petit 3 de kaliémie, peuvent facilement se mettre en iléus fonctionnel avec les conséquences que vous connaissez bien. En pratique, le patient va avoir récupéré complètement à 1 an. À 6 semaines, il était sorti de réanimation. Il avait après fait 3 mois de rééducation. Et vraiment, à 1 an, c'était le retour à l'état antérieur, capable de refaire du sport. Alors, dernière question, et on est en train de finir. Quand et comment gérer le sevrage ventilatoire? Donc, les propositions, c'est des épreuves de pièces en T doivent être réalisées dès la fin des perfusions d'immunoglobulines. La trachéotomie est souvent réalisée. Les épreuves de pièces en T sont supérieures aux épreuves de ZIP. Des durées prolongées sont nécessaires pour les épreuves de sevrage. De nombreuses incertitudes existent quant à la gestion du sevrage. Je vous invite à participer.
Donc, la trachéotomie souvent réalisée, oui, parce que c'est des gens qui, en pratique, vont être entubés longtemps. La moyenne d'intubation d'un syndrome de Guillain-Barré, quelle que soit un petit peu l'étude et l'endroit où elle est faite, c'est aux alentours de 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc, souvent, c'est des patients qui vont être trachéotomisés. Les durées prolongées sont nécessaires, très probablement, c'est ce qu'on pense. Et il y a de nombreuses incertitudes, vous avez tout à fait raison. Donc, qu'est-ce que on sait sur le sevrage? On a quelques données assez parcellaires et beaucoup d'avis d'experts qui disent qu'il faut commencer le sevrage ventilatoire quand la capacité vitale est supérieure à 15 ml/kg. Il y a des données qui suggèrent que quand on fait des pressions inspiratoires maximum et que celles-ci sont supérieures à moins 20 cm d'eau, c'est le bon moment, que les gaz du sang doivent être normaux et pas hypercapniques, ok. Est-ce que ça doit être du T-tube ou de la VSZ? On ne sait pas. Quelles sont les modalités? On ne sait pas trop non plus. Il y a une revue systématique sur le sevrage des patients neuromusculaires avec une proposition de comment faire une revue correcte et comment faire des études à l'avenir, mais ça ne donne pas forcément les réponses. Et il y a des gens qui s'intéressent à d'autres modalités. J'ai récemment fait un édito d'un papier qui, dans Neurocritical Care, testait dans des myasthénies, mais aussi des syndromes de Guillain-Barré, l'aide que pouvait apporter éventuellement l'exploration du diaphragme pour savoir c'est le bon moment pour commencer le sevrage et aider à trouver le bon timing de l'extubation. Donc peut-être que cette littérature va s'enrichir et on aura des réponses à l'avenir. Donc en pratique, ce malade-là, donc J14 début du sevrage, on lui fait une épreuve de T-tube de 10 heures, ce qui permet de couvrir la journée. Souvent, on les rebranche en ventilation en ventilation mécanique la nuit et on les extube le lendemain matin pour pouvoir bénéficier de la kiné. Sachez que vous pouvez aussi de temps en temps donner aux malades, s'ils bougent, une canule qui leur permet, qui s'appelle une canule de Young-Cowork avec un petit interrupteur là qui leur permet de s'auto-aspirer. Et donc, parfois, ça permet de passer quelques caps des gens qui ont beaucoup de sécrétions et quelques troubles de la déglutition. Ablation de la sonde nasogastrique à J20 et transfert à J22 en hospitalisation. Donc, en conclusion, le diagnostic va être fait sur le contexte, beaucoup plus que sur l'EMG et l'APL. Il faut les faire, mais ça ne va pas changer notre attitude thérapeutique. Les critères de gravité, c'est l'impossibilité de lever la tête du lit, un début des symptômes jusqu'à l'hospitalisation de moins de 7 jours, une toux inefficace. Le traitement, c'est IGIV ou échange plasmatique, avec IGIV souvent parce que c'est plus facile. Et la récupération est quasi constante de manière complète. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je suis ouvert à répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, des Guillain-Barré en lien avec le Covid. Ah, bah, s'il n'y avait pas eu de questions, j'aurais répondu à cette question. En pratique, il y a probablement des Guillain-Barré en lien avec le Covid. Maintenant, pour des gens qui voient beaucoup de syndrome de Guillain-Barré, il y a quelques équipes comme ça dont on fait partie. En fait, quand il y a eu par exemple le chikungunya ou le Zika, assez vite, on a vu une vraie explosion, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin forcément des études épidémiologiques, on avait juste besoin d'attendre qu'elles confirment notre impression clinique. Là, avec le Covid, on n'a pas eu d'explosion de syndrome de Guillain-Barré. Des explosions de neuromyopathie de Réa, sans doute, et je pense que vous en avez tous vu, avec des discussions, est-ce que c'est du Guillain-Barré? Oui, non, mais des réels Guillain-Barré plutôt
peut-être un petit peu plus, mais pas majeur dans l'augmentation de l'incidence. Il y a une revue, enfin un article dans Brain, il y a maintenant 3-4 mois, qui montrait qu'en Angleterre, il y avait moins de Guillain-Barré que d'habitude. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes parce que dans le même temps, vous confinez. Et donc, si vous confinez, vous n'avez pas les autres virus et bactéries qui circulent et vous avez les masques, les gens se lavent les mains. Donc, on a probablement, même si on avait plus de Guillain-Barré avec le Covid, on en aurait moins dû aux autres causes. Donc, cette étude juste sur des données PMSI ne permet pas de trancher. Quid de l'entretien de l'anesthésie générale? C'est des choses qu'on a fait dans les années 80, qu'on a progressivement arrêté parce que c'est des gens qui sont conscients qu'il y a un challenge pour communiquer avec eux. Ils sont rarement totalement en locked-in, c'est-à-dire ils ont toujours encore la possibilité souvent de cligner des yeux, de bouger des yeux, parfois de faire des mimiques. Quand j'ai commencé mon internat et quand j'étais passé dans le service, nos infirmières à l'époque arrivaient encore à lire sur les lèvres des malades qui étaient à l'époque intubés par le nez. Et du coup, on peut communiquer avec eux. À l'heure actuelle, vous avez des eye trackers et plein de stratégies pour communiquer avec eux. Donc, on ne fait plutôt pas de l'anesthésie générale au long cours à l'heure actuelle. Que sont les ondes F? Les ondes F, c'est une espèce de petite onde qui est enregistrée tout à la fin, tout en distalité. Du coup, ça permet de mesurer la latence de l'onde F. Et donc, vous comprenez bien que quand on démyélinise, vu que la vitesse de conduction d'un nerf est dépendante de sa myéline, si vous n'avez pas de myéline, vous avez une vitesse qui diminue, mais du coup, la latence va aussi augmenter. Comment les différencier de manière pragmatique, faire la différence entre un Guillain-Barré et une neuropathie, le fait que la neuropathie soit distale, la réponse est non. Comment distinguer un Guillain-Barré d'une neuropathie de Réa? On sait qu'il existe des Guillain-Barré en post-chirurgie et qu'il y a une incidence augmentée du Guillain-Barré en post-chirurgie. Il n'y a pas de data sur Guillain-Barré en post-réanimation. Mais on peut se dire qu'il n'y a aucune raison que le stimuli inflammatoire de la chirurgie puisse donner des Guillain-Barré et pas la réanimation. Et donc, on a régulièrement quand même des avis sur des patients qui, finalement, ont probablement fait des vrais Guillain-Barré en réa. Comment on distingue? C'est quand on a des formes axonales et axonales motrices pures. C'est un profil qui n'existe quasiment pas dans la neuromyopathie de Réa. La neuromyopathie de Réa, il n'y a aucune raison que les cytokines inflammatoires n'attaquent que les nerfs moteurs et pas les nerfs sensitifs. Alors que ça, c'est commun dans les Guillain-Barré dus à Campylobacter jejuni et cette forme particulière axonale motrice pure. Donc, quand on a une forme axonale motrice pure avec une préservation importante des sensitifs, c'est un critère pour dire Guillain-Barré. La ponction lombaire avec une grosse dissociation albuminocytologique, c'est un autre critère pour dire Guillain-Barré. Mais parfois, on a des difficultés à distinguer Guillain-Barré de neuromyopathie de Réa. Une question sur un Guillain-Barré post-vaccinal. Est-il une contre-indication, une vaccination future? Plutôt non. En pratique, il n'y a pas de données. Il y a des données qui montrent qu'il y a plus de Guillain-Barré après la vaccination de la grippe et après d'autres vaccinations. Mais ça montre aussi que, par exemple, la grippe peut donner des Guillain-Barré en dehors de la vaccination. Et en pratique, on conseille souvent, dans la première année, après un Guillain-Barré, de ne pas se faire vacciner. Et donc, on va dire, plus on s'éloigne de l'épisode de Guillain-Barré, plus on est confiant pour les vaccins et plus on est confiant pour les vaccins type DTP. Fièvre jaune, tout ce qui est vaccin vivant atténué, on se méfie un petit peu plus. Et donc, à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, sur les patients Guillain-Barré qu'on suit ensuite un petit peu en consulte, on dit, ceux qui viennent de faire un Guillain-Barré dans l'année ou dans les 2 ans, on dit attention, voilà, si vous n'avez pas 15 facteurs de risque et l'âge qui va avec, enfin comorbidité et l'âge qui va avec, c'est peut-être pas nécessaire de se vacciner, mais dès lors qu'on a passé ces 2-3 ans derrière, il n'y a pas de contre-indication ultérieure au vaccin.
On dit communément que le Guillain-Barré ne récidive pas, mais en pratique, est-ce que les situations de récidive existent? Alors, dans la littérature, les Guillain-Barré récidivants, il y en a une petite, on va dire quelques dizaines. Je crois qu'il y en a 35 ou 50, là, moins de 50 la dernière fois que j'avais regardé. Moi, je bosse dans le service dans lequel j'exerce depuis que je suis passé interne en 2001, donc ça va faire, ou 2002, ça fait faire 20 ans. Des Guillain-Barré récidivants, j'en ai vu 2, 2 ou 3. Et en pratique, on voit plusieurs dizaines de Guillain-Barré par an. Donc ça existe, mais c'est extrêmement rare. Et ce qui est intéressant avec les Guillain-Barré récidivants, je me souviens notamment d'un malade qui avait fait une amane sur une diarrhée avec une forme donc axonale motrice pure. Et 20 ans après, il se retrouve en réa après une diarrhée pour une amane. Voilà, donc probablement un terrain un peu immunitaire particulier. Récupération 100% à 6 mois. Le message pragmatique, c'est possible, mais si c'est 100% à 6 mois, ça veut dire que vous avez eu un patient en réa, pas très grave, que vous avez extubé à moins de 15 jours et qu'assez vite, c'est rentré dans l'ordre et que c'était que démyélinisant. En pratique, nous, notre message, quand on voit ces malades-là et quand on les suit, parce que vous imaginez bien que totalement paralysés pendant plusieurs semaines, ils ont un peu un petit stress post-traumatique derrière. Nous, notre message, dès le début, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez récupérer. La mauvaise, c'est que ça va être long. Et en pratique, ne comptez pas revenir à l'état antérieur avant 1 an. Donc en pratique, souvent à 6 mois, ils sont encore gênés. À 8, 9, ils commencent à pouvoir refaire quasiment tout, mais ils décrivent une fatigue anormale, une fatigue physique très importante qui là va rentrer dans l'ordre avec, on va dire, une espèce de réentraînement à l'effort. Et donc, c'est plutôt à 1 an qu'ils sont normaux. Bon, et si vous avez des questions sur le Guillain-Barré, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou passer un coup de téléphone à la pitié. Attendez, il y a donc question-réponse. Il y a un intérêt des antalgiques sur les douleurs neuropathiques type Lyrica. Donc oui, comment on traite les douleurs? En pratique, on donne des antalgiques pour les neuropathies. Donc on donne souvent du Lyrica en montant les doses. Ça nous arrive de mettre de la carbamazépine, ça nous arrive de mettre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, de la morphine. Enfin, en pratique, il y avait une méta-analyse du groupe Cochrane il y a 4-5 ans qui était sortie et j'étais tout content de voir que c'était sorti en disant ah ben il y a peut-être des réponses sympas devant ce problème qui nous embête tout le temps. Et en fait, la conclusion, c'est il y a plein d'études, il y a plein de trucs rétrospectifs ou prospectifs et en fait, rien ne marche. Donc bon, voilà, c'est assez décevant. Faut faire ce qui fonctionne et c'est un peu essai et erreur pour les antalgiques dans le Guillain-Barré. Délai de la trachéo, en pratique, rien de très particulier. En général, s'il y a le coup à la fin de la première semaine, on se demande si dans une semaine ou 10-15 jours, le patient est encore intubé, ventilé. À ce moment-là, on le traque comme on fait dans les autres circonstances, souvent dans les équipes en réa, ça va assez bien. C'est-à-dire que voilà, à la deuxième semaine, au cours de la deuxième semaine, si on pense qu'on est encore parti pour 3-4 semaines, la traque, c'est bien. L'autre intérêt de la traque, c'est que c'est des patients qui sont souvent un tout petit peu en avance sur la respiration par rapport aux troubles de la déglutition. Et donc, ça permet de les déventiler, de les remettre un petit peu au fauteuil. Et du coup, s'ils sont traqués, ça permet aussi d'aspirer les fausses routes et de gérer un petit peu le carrefour. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions.
On va clore ce webinaire. Merci encore une fois aux organisateurs et au CEMIR de m'avoir proposé et invité à vous parler de Guillain-Barré, un petit peu de neuropathie en réa. Et donc, bon, voilà, j'ai survolé les neuropathies en réa et j'ai mis principalement le topo sur Guillain-Barré. C'est ce qui nous occupe le plus. Mais voilà, de temps en temps, voilà, ça peut vous arriver d'évoquer une porphyrie, d'évoquer une intox au plomb, du thallium, du West Nile, si les neuropathies sont motrices. Merci beaucoup. Bonne soirée.